Donc à chaque fois que vous me voyez arriver quelque part, il y a toujours quelque part autour. En train de faire. Eh bien tant pis. Tu me vois, je bouge les lèvres, ça va quoi. Bon, allez, on va. Je sais pas, si tu montes là-dessus, on va tomber. Non, le micro, quoi? Il y a un micro derrière vous. Vous la connaissez? Ouais. Bon, c'est bien. Jean-Luc, bienvenue. Merci. Et alors attendez d'abord que je comprenne, parce que moi je finis par faire des erreurs, parce que des fois je me sens tellement familier que j'oublie que j'ai aussi un rôle national, tout ça, puis qu'il y a des journalistes. Est-ce qu'il y a des journalistes ici? Non. C'est vous, c'est quoi? Ah ouais, faut que je fasse attention. Bon, allez, je vais vous parler de plusieurs sujets qui correspondent à ce moment. En réalité, on réinaugure un local. C'est pour trouver une occasion de se retrouver, hein. Parce que sinon il n'y avait pas besoin. Les choses avaient été faites parfaitement par nos copains et on continue en équipe. On marche pas, le micro marche. Ça y est, ça y est. Bon, on le fait parler comme ça. Bon, je dis que je vais m'exprimer sur plusieurs sujets politiques, que je me rends compte que je dois faire très attention à ma manière de parler, parce que tout à l'heure devant la préfecture, j'étais tellement dans le rôle d'être candidat au milieu d'une équipe à Marseille, etc., que j'ai pas réalisé tout de suite que celui-ci là qui est à côté de moi, là de l'AFP, bon, il a noté, il a fait son boulot, plouf, c'est parti partout. Heureusement que j'ai pas dit de trop grosses bêtises. Mais j'ai commencé par dire quelque chose qui est pas vrai. J'ai dit moi j'ai pas d'avis, hein, c'est un gouvernement de droite. Non. C'est un peu plus compliqué que ça. Et ça, c'est mon premier mot. Après, je parlerai de Marseille pour terminer. Hein. Mais je commence par ça. En réalité, il faut que vous compreniez tous l'événement, le moment politique qui est en train d'arriver à notre pays. Et ce moment, on ne le comprend qu'en relation avec les événements qui ont lieu dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, le plan de la Commission européenne, le mécanisme d'intégration de toutes les nations à l'intérieur d'un espace libéral est un plan qui continue sa marche sans pause ni trêve. Il lui arrive de rencontrer des moments terribles, par exemple le Brexit. Il lui arrive de se heurter à des difficultés qui, au fond, d'une manière ou d'une autre, finissent par le servir, qui est la montée partout de l'extrême droite. Mais vous avez vu comment la montée de l'extrême droite est un des éléments du piège politique que les libéraux tendent aux sociétés. Ils s'arrangent pour qu'à la fin, vous ayez le choix entre l'extrême droite ou eux. Et on fait appel à votre bonne volonté. Ça s'appelle le Front Républicain en France, ailleurs ça s'appelle autrement, mais c'est toujours la même mécanique. Et comme ça, vous vous avalez de force, avec votre consentement, une politique dont vous ne voulez pas. C'est ça qui s'est produit en France. Mais si on réfléchit plus profondément, dans toute l'Europe, le verrouillage politique s'est appelé grande coalition, c'est-à-dire un système dans lequel, à l'exemple du gouvernement allemand actuel, parce que tout le monde a l'air d'oublier que actuellement, le gouvernement allemand, c'est une coalition de la droite allemande et du Parti socialiste allemand. Et ça a été comme ça dans la plupart des pays d'Europe. Hein. C'est cette réalité politique-là qu'il était impossible de faire avaler à la France, c'est-à-dire un verrouillage politique où il n'y a pas d'espace. C'est ou ça, ou l'extrême droite. Voilà. C'était ça leur but, et depuis longtemps. Ils n'y arrivaient pas. Pourquoi? Parce que la droite était aimantée par l'extrême droite. Si bien que, pour ne pas se faire complètement absorber, dépouiller, vider de son sang, il lui fallait, en quelque sorte, tenir une position à elle. Et de même, le Parti socialiste était, lui, de son côté, sous la menace en permanence, dont il avait vu s'accomplir la réalité en Grèce, avec la destruction du PASOK, en Espagne, avec le passage de Podemos à la limite de dépasser le sobrepasso, hein, le dépassement du Parti socialiste espagnol que nous avons réalisé en France. Eh bien, ce Parti socialiste, à cause de nous, ne pouvait pas passer à la grande coalition. À cause de nous, et notamment du travail que nous avons fait en 2012. Parce que, en empêchant que notre famille, au sens très large, culturel, ne disparaisse de l'espace politique, comme ça s'est produit en Italie, comme nous avons accompli ça en 2012, et que cette année nous avons porté ça jusqu'à 20%
et que nous sommes devenus la première force politique de cet espace-là, eh bien, ces partis ne pouvaient pas bouger. Et donc, ce que fait M. Macron, c'est qu'il réalise la grande coalition. Si vous oubliez le côté 4ème République, la Machbalo, et je te prends d'un côté, je t'en prends de l'autre, etc., si vous regardez le fond de l'affaire, ce qu'il fait, c'est une grande coalition. Et il va donc polariser à l'intérieur de son gouvernement la droite à qui ne reste plus d'espace. La droite politique traditionnelle, quel est son espace? Il n'en a plus. Parce que soit c'est pour se livrer à des extrémités idéologiques, mais pour ça il y a déjà le Front National, et sinon, pour ce qui est de faire une politique libérale, il y a le gouvernement. Donc, il réalise la grande coalition. Et dans ces conditions, alors ça c'est côté droite, et puis côté Parti Socialiste, vous avez 3 ou 4 ministres, je ne sais plus combien il y en a, qui sont dans ce gouvernement. Et vous savez tous comme moi, qu'en réalité, c'est plus d'une centaine de candidats, ou plus que ça, du Parti Socialiste, qui ont demandé l'investiture de En Marche. Donc en réalité, le Parti Socialiste a déjà un pied dans la grande coalition. Et je peux vous dire que c'est ça qu'ils vont faire. Dès qu'ils vont être élus, ceux qui seront élus vont devoir choisir entre nous et le gouvernement. C'est tout. Et il n'y a pas d'espace entre nous et le gouvernement. Il n'y en a pas. Donc cette réalité politique, c'est celle que nous sommes en train de construire, la force d'alternative. Il ne reste plus que nous comme alternative politique cohérente. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce qu'on a les plus beaux mouvements d'épaule, ou parce que je ne sais pas quoi, ou parce que vous avez une rockstar à votre tête, c'est pas le sujet. C'est parce que nous avons gagné une bataille politique de fond qui a été de rassembler 80% de 7 millions de personnes sur un programme. Sur un programme. Mais c'est une réussite exceptionnelle d'avoir fait ça. Et le vieux que je suis, je pourrais vous raconter que ça a pris 10 ans pour faire la même chose avec le programme commun dans le passé. Pour arriver à faire comprendre à tout le monde qu'il y avait un programme et qu'il s'organisait de telle ou telle manière. Donc ce qu'on a fait, c'est formidable. Mais la cohésion de notre affaire, c'est le programme. Ce qui ne se négocie pas, si j'ose dire, c'est le programme. Parce que c'est notre identité commune. Bon, ça va m'amener tout à l'heure à vous parler de la question des alliances. Mais il faut bien le comprendre. On ne peut pas dire aux 7 millions de personnes qui ont voté pour un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, écoutez, c'est bien, on est content, et maintenant, ben, ça tombe bien, on vous a offert en cadeau à tel ou tel parti, ou sous-parti, qui pense le contraire de nous, le contraire de ce que vous avez voté avec nous sur tel sujet important. Je le mentionne et chacun décrypte. Hein. Le programme, c'est le cœur de notre affaire. Et c'est pour ça que nous sommes une force alternative. Pas nos personnes. Nous sommes une force alternative parce que nous avons un programme alternatif et que nous sommes prêts demain à gouverner ce pays. Si bien que l'élection législative qui arrive ne ressemblera à aucune autre. Bien sûr qu'eux, ils voudraient que ça ressemble aux autres. Ils voudraient, le président est élu, alors vous lui donnez une majorité pour pouvoir agir. Ben justement, on ne veut pas qu'il agisse. Parce que si c'est pour agir, pour faire ce qu'il est en train d'annoncer, évidemment qu'il y a de quoi avoir peur. J'ai vu qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux qui ressortent l'expression qui m'avait été reprochée. Parce que vous savez que je suis brutal tandis que les autres sont des tendres. Oui. Mais je le sais, alors des fois je devrais... J'avais dit, ils vont vous faire cracher du sang. On avait dit, oh là là, mais vous avez vu comment ils parlent? Dès qu'ils se lâchent, ça y est, ben... Moi j'ai regardé la liste. Ça, vous allez sentir passer votre douleur, hein, ces gens-là ont une majorité. Alors, je vais prendre juste quelques exemples. Déjà, vous avez comme Premier ministre quelqu'un qui ne se présente pas à l'élection législative. D'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, admettons, on oublie ça, on oublie. Mais cet homme était un homme clé du lobby nucléariste de notre pays. Mais il faut être sérieux. Le nucléaire, c'est pas un état d'âme, une opinion comme ça, parmi d'autres, on est plus pour ceci ou moins comme cela. C'est dangereux. Au point où nous voici rendus, statistiquement, la probabilité d'un incident va chaque jour en augmentant. Et quand je dis un incident, c'est pour ne pas faire peur à tout le monde. Donc, notre avis sur le nucléaire n'est pas juste une impression ou une sensibilité. Nous pensons que c'est dangereux, et comme c'est dangereux, nous n'en voulons plus. Et c'est pourquoi nous voulons en sortir. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas payer pour le grand carénage. Nous préférons mettre les mêmes sommes dans l'énergie renouvelable. Il y a une cohérence à tout ça. Si je cite le nucléaire aussi, c'est pour dire que ça fait partie des points du programme qui ont été identifiants.
Il n'y a pas un meeting où je n'ai pas parlé du nucléaire, pour ne pas parler de la santé et du reste. Bref. Vous avez donc comme Premier ministre un type dont ça a été le métier un temps de faire dans la sphère publique la propagande du nucléaire. Il a le droit, hein. Il a le droit d'y croire, il a croire. Je veux dire, c'est normal, ça, c'est la démocratie. Mais quand même, c'est lui, c'est pas moi. Hein, donc, et si c'était moi, vous attendriez à ce qu'on sorte immédiatement du nucléaire, vous n'avez pas tort. Si c'est lui, vous pouvez toujours courir, parce qu'il n'est pas là pour ça. Ça, c'est un premier exemple. Mais après, les autres, ils sont quand même pas mal aussi. Le ministre du Travail. Mais ils auraient eu mieux fait de nommer tout de suite Gattaz, ou Madame Parizeau. Parce que voilà, que c'est quelqu'un qui était DRH, comme ils disent, directrice, une dame, oui, directrice des ressources humaines, dans des grandes boîtes qui n'ont pas gardé ou laissé le souvenir d'être des philanthropes et des amis de l'humanité. Hein. Bon, alors on a là-dedans Orange, qui a quand même une des situations psychosociales les plus déplorables du pays. On a Nestlé, je crois, et Danone, oui, je suis là pareil. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un, ça s'appelle ministre du Travail. Je vous rappelle qu'on a créé le ministère du Travail pour la première fois quand? Après l'accident de Courrières. C'est-à-dire après le premier plus grand accident de l'histoire industrielle du pays, là-haut dans le Pas-de-Calais, où 1300 personnes étaient mortes d'une explosion de grisou dans la mine. Et à l'époque, c'était crucial, le charbon, d'accord? Donc le ministère du Travail, c'était pas un ministère pour s'occuper des patrons, c'était des droits des patrons par rapport aux ouvriers. C'était un ministère qui a été créé pour s'occuper des droits des travailleurs et les protéger dans les circonstances où la logique capitaliste fait que c'est pas leur sujet. Et là, on est en train de renverser la signification du ministère du Travail. Le ministère du Travail, c'est pas le ministère qui écrit le code du travail pour les patrons. D'ailleurs, ils veulent le supprimer. Je prends cet exemple. Après, je continue. Le ministre de l'Agriculture, je le regarde, il vient du Cantal. Je me dis, il m'a l'air sympathique celui-là. Le Cantal, c'est sympathique. Mais lui, il ne l'est pas. Parce qu'au Sénat, ce monsieur s'est distingué, il a fait partie des sénateurs qui ont voté contre l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. D'accord? Qui tuent les abeilles et ainsi de suite. C'est-à-dire que celui-là, il est pour l'agriculture chimique comme personne. Hein. C'est le contraire de la demande de la société. Tout à l'heure, je parlais du Code du travail. Personne dans ce pays n'a demandé de pouvoir travailler 39 heures, payer 35. Personne dans ce pays n'est allé faire des manifestations pour dire « Nous voulons la retraite à 67 ans ». Le contraire, il y en a qui ont été pour le contraire, d'autres qui faisaient rien. Mais on n'a pas vu une seule pancarte pour dire « Vive la retraite à 67 ans ». On n'a pas vu une seule personne faire une pétition pour dire « Abroger le code du travail, c'est trop difficile pour moi d'aller discuter tranquillement avec mon patron de mes horaires ». Ça n'existe pas. Personne dans ce pays, le moindre jeune couple, les moindres jeunes parents, je prends les jeunes pour dire la dernière génération qui arrive dans la vie de la société. Alors les autres, pareil, c'est la prise de... Personne n'est d'accord pour continuer à nourrir les enfants avec une agriculture aussi malsaine. Tout le monde a compris qu'il y a un problème, sauf eux. Parce que pour eux, c'est pas un problème. Le seul problème qu'il y a, c'est comment faire cracher de l'argent à tout. Aux poireaux, aux courgettes, au blé, à tout. Hein? Et oui, oui. Si vous écoutez ma revue de la semaine, vous verrez comment ils font avec les tomates. Bon. Donc, voilà deux personnages. Le troisième, je le prends, c'est celui de l'éducation nationale. Attention à vous, les amis. Vous allez courir, pas acheter son livre, ou mieux le voler, ou le photocopier. Ou le photocopier. Non, l'AFP, allez, bon, un peu. Allez, on copine un peu, bon. Sinon, je commencerai mes discours avant que vous soyez là. Et je téléphone à votre patron pour dire « Ah ben tiens, il n'est pas là. » Il est en retard. Maintenant, c'est son heure de travail. Bon, j'étais sûr. Alors, lui, il a écrit un livre. L'éducation, je ne vais pas vous en parler, c'est un sujet que je connais bien. J'ai été ministre de l'enseignement professionnel et tous ces oiseaux-là, je les connais. Celui-là, il a écrit un livre et sa vision de l'école, c'est que ça doit être, vous savez, géré comme une entreprise, parce qu'il croit que c'est vachement intéressant de gérer quelque chose comme une entreprise. Mais précisément, ça ne peut pas être une entreprise, une école, puisqu'il s'agit de former des personnes et qu'on n'a pas encore entendu parler d'une usine qui fabrique des personnes. Bon. Et de fabriquer des citoyens. Et on n'a pas entendu non plus qu'il y ait une usine, une entreprise qui en produise. Cet homme, il est pour tout ce que nous combattons. Par exemple, les lycées professionnels remis aux régions.
Alors après, ils vous disent, mais les diplômes restent nationaux. Mon œil, je ne prends pas une heure à vous expliquer ça, c'est pas vrai. Ils sont pour l'autonomie des établissements. Mes amis, l'autonomie des établissements, c'est le début du marché de l'éducation. Vous ne pouvez pas avoir de marché si les écoles ne sont pas autonomes. Je vous explique, parce que comme les écoles sont autonomes, le directeur, il décide, et dans le bouquin, il explique, ce ministre de l'Éducation nationale, que le directeur doit pouvoir choisir une partie de son personnel. J'espère qu'il y a des profs et des instits ici. Vous avez les cheveux tout droits sur la tête hein, quand vous entendez un truc pareil. C'était pas du tout la conception qu'on avait nous et qu'on a nous de l'école. Pour nous, le directeur, c'est un collègue parmi les autres qui assume certaines fonctions et qui a droit à une décharge. Mais c'est une équipe pédagogique, c'est pas le chef et les autres qui font ce qu'ils disent. Hein, ça c'est pas du tout notre vision de l'école. Mais surtout, ça veut dire qu'il choisit le personnel et ça fera comme au collège. Après, on va lui dire, tu vas choisir les enseignements. Puisqu'au collège, ils ont mis 20% des horaires à la discrétion de chaque établissement. Donc ce type, c'est danger public. Il va vous faire une école libérale qui, bien sûr, ne marchera pas. Les amis, c'est pas fait pour que ça marche, tout ça. C'est fait pour que quelques écoles marchent et le reste crève. Et on vous fera un réseau privé, voilà, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Croyez pas que c'est pour faire mieux marcher. C'est pas ce qu'a leur idée. Ce qui marche le mieux, c'est que chacun d'entre vous, qui sera en quelque sorte un client de l'éducation, choisit son établissement. Mais moyennant finance, les petits, hein. Parce que voilà les gros nigauds qui disent oui, bah quand même, moi, je trouve qu'à l'école, où il y a mon enfant, alors ça me convient pas, j'aimerais mieux pouvoir le mettre ailleurs. Ben vas-y, mets-le ailleurs. Et tout le monde fait ça. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus d'école pour tous. Et évidemment, le plus pauvre, lui, il ne peut pas s'en aller. Et est-ce que l'enfant du plus pauvre est plus bête qu'un autre? Non. C'est la même richesse qui est à la disposition du pays. Et donc, notre intérêt, c'est que tous les gamins, tous, sans exception, on essaye de les amener au mieux, parce qu'après, on ira tous mieux. Hein. Et puis je pense que dans cette salle, il y a des gens comme moi, hein. On vient d'en bas. S'il n'y avait pas eu l'école, rien pour nous, hein, Walou. Donc on s'est hissé grâce au savoir. Et encore aujourd'hui, quand vous êtes dans les quartiers, la première chose que les parents, à quoi pensent les parents, c'est à ce que les gosses soient sérieux à l'école. Et ils se fâchent tout vert quand ils s'aperçoivent que les gamins ne sont pas sérieux. Donc pour nous, l'école, c'est sacré. C'est le point numéro 1 de la République. Donc là, il va y avoir la grosse bagarre. Je vous ai cité ces trois-là. Alors après ça, évidemment, tout à l'heure, Sophie, elle a dit, bon, voir Hulot là-dedans, c'est d'abord un crève-cœur pour nous tous. Non, mais attendez les amis, c'est bien joué pour l'autre. Pourquoi? Parce que pendant les 4 semaines que va durer l'élection, eh ben, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, il dit, regardez, c'est comme la chauve-souris, regardez mes ailes, je suis libéral, regardez mes pattes, je suis Hamon. Bon, ben là, pour dire, regardez mes poils, je suis écolo. Et une fois que les 4 semaines vont être passées, fermez le banc. Vous allez vous retrouver devant les faces de pierre que vont être le Premier ministre, Monsieur le maire, qui a écrit une avait 1000 pages de ressources libérales, le gars au gouvernement. Alors, quoi? C'est ça qui va arriver. Donc c'est un gouvernement qui réalise la grande coalition et qui fait que le président de la République est le premier de l'histoire de France qui, dans une élection législative, a 3 candidats par circonscription. Le candidat PS, le candidat Les Républicains et le candidat En Marche. À tous les coups, on gagne. Quel que soit celui des 3 qui est élu, une fois qu'il arrive à l'Assemblée, on lui dira « Toi, on sait que t'es bien, tu devrais être avec nous. » Et vous les connaissez, hein? Il n'y a pas plus résistant qu'eux, hein? Évidemment qu'ils vont tous y aller en courant. Et en vous expliquant, c'est de l'intérieur qu'on peut changer. Et je veux être utile pour mon territoire, et ragnagna et tout ça, d'accord? Voilà, voilà ce que c'est. Par conséquent, c'est pour ça que c'est si important qu'on arrive à faire comprendre que l'élection est ouverte. Deuxièmement, qu'une fois de plus, il y a un énorme piège. Vous croyez que vous avez 3 candidats différents? Non, c'est les mêmes. Et qu'on ne vienne pas me parler des courants et des sous-courants du Parti Socialiste, parce que c'est des histoires. Si vous regardez sur l'ensemble de la France, eh ben vous voyez que de tous les courants, il y en a qui changent de camp. Et ceux qui n'ont pas changé de camp, c'est qu'ils n'ont pas encore fait, mais ça va venir, quoi, le temps de se faire élire. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'on a tendu la main. Et on a dit, bah écoutez, quittez le PS, parce que l'orientation politique du PS, mais tout le monde la connaît, il n'y a pas de mystère. Il n'y a que ceux qui veulent faire croire qu'il y a un mystère. Il n'y en a pas. Ils ont changé la plateforme du PS pour la rendre compatible avec le gouvernement Macron. Ne vous faites pas la moindre illusion. Dès qu'ils vont être à l'Assemblée, ils participeront sous une forme ou sous une autre au gouvernement, ou ils le soutiendront.
où ils feront, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, la vigilance, je sais pas quoi, la critique et éveillée, enfin bon. Mais ça veut dire la même chose, c'est la même salade, la même tambouille. D'accord? Donc, maintenant, il faut faire comprendre ça. Et pour faire comprendre ça, j'en viens maintenant, puisqu'aujourd'hui c'était le dépôt, je crois qu'on est les derniers, nous, on va déposer nos candidatures, les copains l'ont fait dans tout le pays. Pour que tout le monde comprenne bien notre stratégie. Parce que, évidemment, il y a une difficulté. Moi, j'estime qu'elle n'est pas de notre fait. Mais les candidatures sont déposées. Qu'est-ce qui est important? C'est d'abord qu'on soit déposé sous le même nom dans toute la France. C'est-à-dire qu'il faut que chaque bulletin de vote contribue à la force collective. Ça, dans le syndicalisme confédéré, vous le savez, ça. Eh bien, c'est pareil dans la politique. Si quand vous allez aux élections, il y a 36 000 étiquettes, et qu'à la sortie, ça recommence, comme au départemental et au régional, où le ministre de l'Intérieur s'était amusé à nous balader, à nous mettre des étiquettes. Il y avait une partie de mes copains s'était trouvé repas en divers gauche. D'autres, enfin c'est incroyable une histoire pareille. Donc ça émiette la force. Et si vous émiettez la force que vous donnez à voir, ben, ça veut dire que l'autre en face, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a une poussière devant lui. Et si c'était encore une poussière cohérente, mais c'est même pas le cas. C'est une poussière qui s'entre-divore, qui se dispute tout le temps, qui n'est jamais d'accord sur rien, mais qui fait des grandes réunions pour la dynamique du rassemblement, de la dynamique du je ne sais quoi. Un tas de palabres incompréhensibles. Le fond, c'est le programme. Pour que le programme ait de la force, il faut que la force se voie. N'importe quel syndicaliste, c'est ça. La force va à la force. Si vous donnez l'impression au peuple que vous êtes une petite bande de gens qui disputent et même pas capables de se mettre d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire pour faire un gouvernement, personne ne vient vers vous. Et je vais vous dire, c'est normal. C'est normal de ne pas faire confiance à des gens qui ne sont pas capables de gouverner. Parce que les gens ne viennent pas pour faire un congrès. Ils viennent pour changer leur vie. Et pour changer leur vie, il faut que ça tienne debout ce qu'on raconte. Il faut que ce soit cohérent. Voilà le fond de l'affaire. Voilà pourquoi, dans cette histoire, nous n'avons pas accepté depuis le début autre chose qu'un accord national qui s'applique partout, pas à géométrie variable. Vous avez de la chance de ne pas être dans la Marne. Et ouais, vous savez pourquoi? Mais si vous ne savez pas, demandez-vous entre vous. Ni dans le Jura, ni dans ces départements où vous passez d'une circonscription à l'autre, c'est pas la même alliance. Tout ça, c'est la tambouille. Les gens font ce qu'ils veulent, d'accord? Mais ils ne viennent pas nous faire des reproches en plus. Ils font ce qu'ils veulent, on respecte ça. Mais laissez-nous vivre notre vie. Nous, on a décidé de marcher d'une manière claire et on verra que les électeurs vont nous dire. Ils veulent de nous ou ils ne veulent pas de nous, c'est eux qui vont le dire. Et je vous rappelle alors on me dit, ah oui, mais vous diminuez vos chances. Ah bon? Parce que vous croyez que tout ça, ça s'additionne comme ça? Mais ça, c'est le passé, les amis. On n'en est plus là. Il y a quand même eu 20% de notre côté pour l'élection présidentielle. Vous croyez qu'ils n'ont pas été mis en garde? On leur a pas dit que j'étais un personnage égotique, on leur a pas dit que l'Alba c'était très dangereux, on leur a pas dit qu'on adorait gazer les enfants, on leur a pas dit qu'on était avec M. Poutine, on leur a pas dit tout ça. Si, et même ils ont quand même voté pour nous, parce qu'ils savent que c'est pas vrai. Contre tout le monde, on a obtenu ce résultat. Et comme à chaque étape, les mêmes reviennent mordre nos mollets et nous mettent en cause, et moi évidemment spécialement, parce que comme vous le savez, je suis ce que je suis. Et je ne sais pas maintenant que je vais changer. Alors, cette situation, elle doit être extrêmement enthousiasmante pour nous. Parce que, pourquoi? Parce qu'on peut expliquer, parce qu'on a à dire, parce que les choses se clarifient. Il n'y a qu'une seule alternative républicaine et démocratique, la France insoumise. Il y a une alternative fascistoïde. Ça s'appelle Le Pen. Et ça existe aussi. Dites donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui les ai fait augmenter. Qui est responsable, on nous dit? Vous êtes... Attention, est-ce que vous ne craignez pas d'être responsable? Non, non, non. Qui c'est qui est responsable? Ceux qui votent. Ceux qui votent Front National sont responsables des progrès du Front National. Et ceux qui rendent possible le fait que le Front National augmente sont responsables de la situation. Pas nous, c'est quand même un comble. Qui est-ce qui a repris le terrain jusqu'à présent? Qui, sinon nous? Personne d'autre. Personne d'autre depuis 15 ans. Et nous, on a essayé par tous les bouts, autant qu'on est là. Il y en a qui viennent de différentes... On a essayé par tous les bouts d'attraper le sujet. On n'a jamais renoncé. Et vous voyez, les gens, ce qui a fait notre force, c'est que nous, on a parlé de futur. On a dit que la vie pouvait être belle, qu'on pouvait changer, qu'on n'était pas obligé de se méfier du voisin, qu'on pouvait faire un autre monde, que nos mondes soient intéressants, qu'ils travaillent bien à l'école, et que quand ils travaillent mal, demain, ils vont bien travailler. Bref, avec une force d'optimisme, d'enthousiasme, pour changer la vie, parce que c'est tout à fait possible. Tout ça, ça va fonctionner si vous y mettez. La bonne chose, ça serait qu'on leur fasse la surprise de leur vie.
Ils sont là en train de faire leur tambouille, et tout d'un coup, patatras, voilà nos 7 millions d'électeurs qui reviennent avec le même bulletin de vote, et eux, circuler, il n'y a plus rien à voir. Le lendemain, c'est eux qui rentrent à la maison, et nous qui exerçons le pouvoir. Et je vous dis, c'est ça notre but. Il ne faut pas dire autre chose aux gens. On m'a dit, oh, t'es comme gonflé, tu mets la barre haute. Bien sûr, mais bien sûr, il faut dire aux gens, nous sommes là pour gagner. On n'est pas là pour témoigner, ça ne les intéresse pas. Déjà qu'il y en a qui ont du mal à comprendre cette histoire. Il y en a un qui m'a dit ah mais on n'a pas compris pourquoi on ne pouvait pas voter pour vous au deuxième tour. Je ne lui en veux pas, écoutez. Si on en est là, c'est quand même que les gens se sont mis à distance. Je pourrais passer tous mes discours, hein, je pourrais faire ça aussi, à dire oui, c'est la faute de machin, c'est la faute de truc, il nous a manqué 600 000 voix. Je n'ai pas dit ça. Je dis il manquait 7 millions de personnes qui ne sont pas venues voter. Nous, on ne va pas faire je tourne en rond dans mon amertume et mon aigreur et je ne suis pas content et je te montre du doigt. Puisque tu es bon à rien, reste chez toi. Nous, on s'occupe de notre affaire. Et notre affaire, c'est les nôtres. Les plus humiliés, les plus perdus, les déboussolés, les pauvres, tous ceux qu'on a jetés en dehors de la société. Ceux-là, c'est les nôtres. Un par un, il faut les ramener. L'espoir, la clé de la situation en France, elle est de ce côté-là. Hein? Bon, 1, 2, 3, j'ai dit mes 3 points que j'avais à dire. Et quand même, hein, j'arrive à engranger des plans vers ce temps-là. Bon, j'espère que vous familiariserez, parce que je suis à la fois, des fois j'ai du caractère, et, mais quand même j'adore blaguer. Hein. Bon, il vaut mieux, la politique ça peut pas être... Alors attendez, je vais donner la parole à ma suppléante. Comment... Et maintenant, comme il n'y a plus de femmes dans le gouvernement, s'il y en a 2, je crois. On rembobine le film. Bon. Une minute. Allez, Sophie. Allez, j'enchaîne. Goulard. C'est dur, là. Sylvie Goulard. Bon, allez, moi j'enchaîne. Soutenez-moi parce que c'est dur, là. C'est que là, il fait plus chaud qu'en bas. Il n'y a pas de fenêtre ici. Non, écoutez, je voulais repartir un peu. Je l'ai dit tout à l'heure, l'événement pour moi aujourd'hui, c'est. Je viens de l'écologie, hein, je suis toujours. C'est l'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement. Je voulais vous dire à quel point c'est important, y compris dans la recomposition politique dont vient de parler Jean-Luc. Parce que pendant longtemps, on a eu un mouvement écologiste en France, dans des périodes peut-être moins mouvementées et moins des périodes de changement comme aujourd'hui, où on construisait des choses, où on pouvait avoir l'écologie sociale, l'écologie du mouvement social et l'écologie institutionnelle ensemble. Et là, ce qu'on voit émerger dans cette grande période de changement, c'est qu'on va avoir, y compris pour l'écologie, qui est un sujet clé au niveau mondial, vous avez vu Trump, tout de suite, le sujet climat, l'état du monde et de la planète, et ça mobilise partout, des États-Unis, ici en France et en Europe. Et je pense qu'on va voir une composante écologiste importante apparaître, soit effectivement dans les institutions, soit du côté d'un mouvement populaire d'opposition, parce que c'est un enjeu clé d'exacerbation de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a l'exacerbation sociale, et puis il y a cette urgence écologiste qui est de plus en plus présente et nécessaire. Et Jean-Luc a raison de rappeler que sur ce quinquennat, il y aura une crise majeure avec EDF et Areva, on le sait. Il y a une énorme dette, c'est le moment clé de faire la transition énergétique ou pas, dans les meilleures conditions possibles, y compris pour les salariés d'ailleurs. Ça, j'ai parfois eu du mal, l'Europe Écologie et Vert, d'en parler. Donc, moi, je tiens toujours les deux bouts. Et je pense que, voilà, c'est pas anodin ce qui se passe, cette explosion, en fait, du mouvement écologiste entre Macron et Jean-Luc Mélenchon, quelque part. Je ne vois pas trop aujourd'hui un autre espace. Donc, pour moi, c'était important ce qui se passait aujourd'hui, du point de vue de la symbolique. Et puis, moi, je vais dire un mot quand même aussi sur Marseille. Parce que je souhaite que l'écologie contribue à un mouvement populaire ici, de renouveau de cette ville. Je pense qu'on dit beaucoup de choses sur Marseille qui datent un peu aujourd'hui. On sait tous que les systèmes clientélistes en place ici, qu'on a connus avec les socialistes notamment, hein, mais il n'y avait pas que, sont aujourd'hui en crise, ils sont déliquescents. Et pendant longtemps, on s'est dit, les Marseillais se mettent en retrait de la politique. C'est vrai qu'ils n'aiment pas du tout la politique. Pendant longtemps, on les a sentis fatalistes et coupés de la politique. Là, moi, je trouve, ces derniers temps, et d'ailleurs sur le terrain,
qui on rencontre des Marseillais qui se débrouillent tout seuls. Voilà, aujourd'hui ce midi j'étais au Panier sur des Marseillais qui se mobilisent pour reloger une famille rome. Ils savent qu'il n'y a pas de logement, il y a un mouvement de solidarité entre les habitants. Dans l'écologie, qui c'est qui met de la verdure partout dans les rues? C'est pas la mairie, c'est les habitants. Et tout est comme ça. Alors moi je dis que c'est nouveau à Marseille. Je pense qu'il y a un espace pour créer une citoyenneté à Marseille. Et je pense que le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote d'adulte qui veut un parti adulte et une ville adulte. Et qu'on ne doit plus être traité comme des enfants ici. Et je crois que c'est le moment de créer ce mouvement avec Jean-Luc Mélenchon, avec la France Insoumise, aux législatives. Bravo, Sophie.